Merci. Myriam, Oui. j'aimerais commencer par ta dernière exposition, Limbe, l'essence de pleurs. Et est-ce que tu peux me raconter comment tu as travaillé sur ces sujets? Alors le projet Limbe, l'essence des pleurs, c'est un projet qui m'a été proposé il y a 2 ans. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans ce grand musée? Parce que depuis très très longtemps, je me promène dans les musées d'art sacré. C'est vrai que je suis très sensible aux objets qui sont représentés, puisque ces objets, ce sont des vecteurs en fait de transmission, de guérison, de paroles aussi. Et puis assez rapidement, je me suis arrêtée sur la tour des instruments, qui est le grand silo des instruments d'ethnomusicologie. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible, dans un musée aussi important, qu'on accorde si peu de place à la vibration sonore? On entre dans un musée, c'est extrêmement silencieux. Alors c'est une conception effectivement occidentale du musée. Dès qu'on entre dans un musée, il faut chuchoter, il faut circuler. Mais par contre, toute la dimension sensorielle, je dirais, elle est rompue pour moi en quelque sorte, parce que ces objets sont sous des bulles, on ne peut pas les respirer, on ne peut pas les toucher, et on ne les entend pas. Et je trouverais assez judicieux de les faire sortir un petit peu de ce grand silo. Quand on passe la bulle de verre, on est déjà dans un corps à corps. C'est une relation qui est beaucoup plus physique, il y a une odeur, on a l'impression qu'il y a un souffle, et en tout cas on peut sensiblement les toucher. Et voilà, à partir de ce moment-là, je suis tombée sur des harpes, les harpes du Gabon, qui sont des harpes sacrées, parce que ce sont des harpes qui accompagnent les mémoires, qui accompagnent aussi les généalogies. Et je me suis dit que ces harpes, qui d'ailleurs sont des corps, hein, et sur certains de ces corps-là, il y a des têtes de femmes, et on sait très bien que dans les rituels les plus anciens, on pleurait ces femmes parce qu'on les sacrifiait en quelque sorte. On les sacrifiait à la vie, donc on les pleurait. Et puis il y avait aussi des représentations zoomorphes, puisque dans le chant des pleureuses, on considère que la nature est vivante et que c'est la nature qui nous porte, c'est la nature qui nous enseigne, et que dans une pensée profonde écologique du monde, on ne peut pas faire abstraction de la nature, parce qu'on vit en symbiose avec elle. Et c'est vrai qu'à la lecture des pleureuses, je me disais, les harpes, je pense, sont au bon endroit pour créer cette ouverture là dans l'entrée de l'exposition. Cette idée de deuil collectif, d'intimité partagée que tu présentes était énormément émouvante pour moi. Et je pense que nous percevons souvent l'art ancré dans d'autres cultures comme une expérience purement cognitive, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet d'apprendre des faits, de connaître l'inconnu. Mais pour moi, c'est quelque chose de transformateur, quelque chose qui me permet de me libérer des cadres qui sont imposés par ma culture. Et est-ce que c'est tellement libérateur, quelque chose auquel tu penses quand tu travailles? C'est très très important pour moi, l'œuvre libératrice. Je pense que j'en prends la mesure aujourd'hui. Mais en réalité, ça fait plusieurs années que je travaille sur l'œuvre libératrice. Parce qu'effectivement, comme tu disais, nous vivons avec des carcans, nous vivons avec des cultures qui imposent peut-être des façons de voir, des manières de ressentir. Elles les canalisent. D'un côté, c'est très intéressant parce que c'est la culture elle-même, mais d'un autre côté aussi, ça peut nous restreindre, ça peut nous amener à nous retenir sur des émotions, des sentiments que nous partageons. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde que l'on dit global. Alors comment vit-on dans ce monde global? Parce que quand on vit au sein de ses propres cultures, les codes, on les connaît. Les codes, on peut les partager et on peut les comprendre. Mais quand on vit dans un monde global, comment peut-on travailler, je dirais, le sentiment, l'émotion, la relation? Comment finalement on en revient à une certaine empathie? Parce qu'autrement, nous devenons extrêmement superficiels. On a besoin de partager. La culture, elle est relative. Quand on a eu la chance de vivre dans différentes cultures, on a eu la chance de pouvoir justement consolider notre compréhension du monde, des cultures, des mécanismes, des systèmes. Eh bien, ces sommes d'expériences m'amènent à pouvoir faire une synthèse. Et cette synthèse me rapproche au plus près du lieu commun, je dirais. Le lieu commun. C'est cet endroit où tout le monde se retrouve. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'à cet endroit-là, ça résonne pour tout le monde. Tu parles des matériaux qui sont matériaux naturels,
Le bois aussi, le sable, Oui. tu les utilises, mais tu ne les transformes jamais de manière à ce qu'ils cessent d'être reconnaissables. Dans mon atelier, je suis une alchimiste. Mais au final, ce qui m'intéresse, c'est le matériau. Dans l'expérience, par exemple, des pleureuses, les pleureuses, elles nous font pleurer toute la nuit. Et on pleure tellement qu'à la fin de la nuit, on a des cristaux de sel au bord des yeux. Eh bien, ce sel-là, pour moi, il a une valeur en tant que matière. C'est pour ça que c'est important pour moi de la garder en tant que matière pure. Le mot et le jeu de mots sont aussi un élément très important dans ton travail. Est-ce que et comment les mots écrits, brodés dans une langue spécifique, ou les jeux de mots qui sont les plus lisibles dans une langue déterminée, peuvent être des outils universels? Quand je travaille sur un mot, j'ai dit où va-t-il m'entraîner? Avec ce mot, je vais voyager, je vais faire le tour du monde en quelque sorte. Parce que ce mot, dans sa racine, il a goûté à tous les territoires. Et donc j'essaie de prendre ce mot-là, et à partir de ce mot-là, qu'est-ce que je comprends moi, dans mon contexte, dans mon expérience, en tant que personne, en tant que citoyenne. Et je me dis, tiens, comment je l'entends ce mot quand je vis en Égypte? Comment j'entends ce mot quand je suis au Vietnam? Et à partir de toutes ces résonances, je vais définir le mot qui me semble le plus juste. Pour moi, le mot peut soigner. Et si j'ajoute une musicalité au mot, il va d'autant plus soigner, parce qu'il va faire résonance, et dans sa musicalité, ça devient une sorte de litanie comme ça. Et c'est le mot sens, c'est le mot qui fait sens. Nous sommes habitués de considérer l'art comme quelque chose qu'on regarde principalement, mais toi, tu encourages les spectateurs à écouter, à sentir, à toucher, simplement à être participants actifs. Et ton art, c'est une expérience à la fois physique, et émotionnelle ou intellectuelle. Et pourquoi la simple observation ne te suffit-elle pas? Quand j'ai commencé à travailler, j'étais une artiste du land art. Je produisais énormément d'œuvres dans la nature parce que j'avais le manque de mon pays en fait. J'avais le manque de ce rapport quotidien à la nature. Ensuite, j'ai été forgeronne, donc je travaillais beaucoup à l'extérieur, donc beaucoup avec les matériaux aussi. C'est une vraie relation alchimique avec le matériau quand tu es forgeronne. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire en fait le travail artistique. Parce que tu peux tout autoriser. Il n'y a plus de carcan, il n'y a plus d'écluse, il n'y a plus d'enfermement à cet endroit-là. Et donc j'ai beaucoup travaillé cet espace de liberté de toutes les manières possibles et je me suis libérée. J'ai libéré la parole, j'ai libéré le corps, j'ai libéré ma relation sociale, j'ai libéré énormément de choses. Et à force de me libérer, j'avais besoin de faire partager cette expérience de la libération par l'œuvre. Et petit à petit, j'ai introduit donc le public dans mon travail. Mais c'est arrivé très doucement. J'étais extrêmement timide au début. J'étais gênée. Je me disais... c'est arrivé à partir des années 2000. Et ensuite, dans mon dispositif, je faisais en sorte que les gens puissent circuler d'une certaine manière autour des pièces. Et je me disais, ce serait vraiment merveilleux pour moi d'inviter avec hospitalité toutes ces personnes à travailler avec moi, en quelque sorte. C'est tellement beau pour moi de voir les gens, par exemple, quand je vais au musée du Quai Branly, notamment puisque actuellement je présente donc cette pièce qui s'appelle le Moniou, qui est cette grande liane qui fait à peu près 35 mètres de long, que les gens sont amenés à caresser. Je regarde toute cette chorégraphie des corps. Ben, je me dis, voilà, je pense que j'ai travaillé plus de 20 ans pour avoir le plaisir de regarder ça. Pour être un participant actif dans ton art, il faut donner du temps, il faut perdre les contrôles, il faut suivre les rituels. C'est un processus extrêmement puissant, mais parce qu'il se révèle avec le temps, il porte aussi beaucoup de la douceur. Est-ce que le choc et l'effet immédiat ne t'intéressent pas? La temporalité, d'abord, c'est très important. Un certain silence dans l'œuvre aussi, qui t'oblige à revenir à toi-même. Même si tu es avec les autres, il y a toujours cette intimité qui s'opère avec ton propre corps et avec le corps des autres aussi qui sont là présents dans l'espace. Pour moi, cette combinaison, elle est très intéressante parce qu'elle permet d'incarner des moments. Elle permet véritablement d'incarner des moments et ça permet aussi d'activer
des mémoires, à la fois des mémoires collectives et des mémoires personnelles. Tous les éléments que je pose, ils induisent un mouvement, un déplacement et de manière initiatique une compréhension de l'espace et de soi-même. Nous sommes dans ton atelier et c'est Ouais. difficile pour moi de ne pas penser de ta méthodologie de travail. Oui. J'imagine qu'au début, il y a une idée, mais elle vient de comment tu commences. Ça commence par la marche. Je suis une très 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 grande marcheuse. Je suis vraiment quelqu'un qui marche énormément. Pour moi, la marche, c'est la pensée. C'est un profond silence. Et en même temps, c'est de la pensée et donc c'est de l'écriture. Après, la visualisation aussi, beaucoup. C'est-à-dire que je projette différentes images comme ça, que je déplace, un peu comme dans un rêve. Voilà. C'est comme si on rêve et puis il y a des éléments qui arrivent comme ça, qui paraissent évidents parce que c'est dans un rêve. Et puis après la lecture, évidemment, ça passe par énormément de lecture, mais une lecture errante. C'est une errance dans la lecture. Voilà. Je peux par exemple passer une journée en bibliothèque, je prends un livre, ce livre m'amène à aller chercher d'autres archives. Alors là, en ce moment, j'essaie de comprendre quel mot, par exemple, dans la question des langues, quel mot pourrait résonner entre le français et l'anglais. Quel mot miroir serait capable d'être compris en anglais et en français, parce que j'essaie potentiellement de trouver un mot qui sera compris par tous, puisque l'anglais, c'est une langue qui est comprise par tout le monde, qui est comprise par tout le monde. Et donc là, c'est vraiment un travail très compliqué que de trouver le mot juste comme un point d'acupuncture. Et dans ton travail, tu utilises notamment la vidéo, la photographie, oui. la sculpture, le dessin, la performance. Oui. Et comment et quand tu décides quel médium utiliser pour concrétiser ou développer une idée? Oh, ça, alors là, ça part toujours du geste. Ça part du geste. C'est intuitif? C'est intuitif, mais c'est aussi de la manipulation. Bon, là, en ce moment, je vais démarrer plusieurs séries. Donc, j'ai rangé mon atelier pour pouvoir reprendre. Donc, je rentre dans un autre univers, même si c'est une continuité, c'est un autre univers. Et là, ça part de gestes. J'ai besoin de tremper mes feuilles, j'ai besoin de coudre, j'ai besoin de voir mes matériaux, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin d'énormément de solitude, de m'oublier. Ça fait partie aussi de mes matériaux, de ma matière, de m'oublier. J'ai besoin aussi de séjourner dans mon atelier, de dormir dans mon atelier. C'est pas très confortable, mais j'ai besoin de quelques nuits blanches aussi pour éprouver ma matière. Et une fois que j'ai éprouvé ma matière, après c'est hypnotique. C'est vraiment un travail hypnotique. Automatique? C'est automatique. Comment tu sais que le projet est fini? Il y a des projets qui ne sont jamais finis, par exemple. J'ai des œuvres sérielles, je sais qu'elles ne sont pas terminées. Et pourtant, je pourrais considérer, mais je sais qu'elles ne sont pas terminées. Elles ne sont pas terminées pourquoi? Parce que ce sont des sujets qui reviennent tout le temps. Des sujets qui reviennent comme des obsessions. Et là, je pense que c'est très personnel. Tant que je n'ai pas mis mon dernier point d'orgue sur cette obsession, la série ne sera pas terminée. Tu parles de trouver des réponses. Ça veut dire qu'au début de ton travail, tu te poses des questions spécifiques aussi? Oui, je me pose des questions. Oui. Je me pose des questions. Je me pose des questions d'une part et d'autre part. Alors ça peut paraître peut-être un peu étrange aussi, mais quand je dépose un travail, au départ ça peut partir d'une colère. Donc c'est une colère et j'ai besoin de réagir. J'ai besoin de donner ma part, comme on dit, j'ai besoin de donner ma part de feu, ma part de sentiment, ma part d'émotion, ma part critique, jusqu'à ce que cette colère tombe. Elle tombe parce que je tiens mon sujet. C'est parce que je tiens mon sujet que je considère que c'est bon, j'en ai fini avec ce travail-là.